Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 3 février 2014 de Laval et compagnie. À chaque semaine à l'émission, on traite de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. À Laval et compagnie, à chaque semaine, il surligne de son regard journalistique les nouvelles les plus importantes de la semaine. De l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Premier sujet, la place Belle qui va coûter plus cher que ce qu'on anticipait. Oh, tout à fait. On ne peut pas vous donner un montant final en ce moment et on a tenté d'obtenir justement ce coût supplémentaire pour la construction de cet amphithéâtre à Laval. Mais du côté de la mairie, on ne veut pas s'avancer trop loin, nous disant simplement que ça va coûter plus cher qu'envisagé au départ. 120 millions de dollars de deniers publics. Quand même. 73,7 fournis par Ville de Laval, un 46,3 fourni par Québec. À ça, il faut ajouter un 32 millions de la part des partenaires privés, Bell et Evenco. Alors, on parle d'un projet de 152 millions. Au moment où l'on se parle, la facture va grimper. Maintenant... Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça va coûter plus cher? Bien, d'abord, il y a eu le changement de site. Donc, on se situait précédemment sur le site de la carrière Laval. Ça a été déménagé tout près de la station de métro Montmorency. Évidemment, les bouleversements politiques qui ont frappé Laval au cours des 2 dernières années, l'équipe de tutelle. Donc, il y a eu un délai dans les opérations. Ça entraînera des coûts supplémentaires. Maintenant, aucun scénario n'est écarté. Comment va-t-on, où va-t-on aller piger pour le coût de la facture supplémentaire? Pour moi, c'est dans nos poches. Bien, c'est ça. En ce moment, ce qu'on sait, c'est que Laval négocie avec le gouvernement du Québec, mais on pourrait ajouter aussi des nouveaux partenaires privés ou encore revoir l'entente de gestion. Tout est possible. Tous les scénarios sont sur la table. Maintenant, on va parler de places payantes dans un stationnement incitatif, celui de Cartier. Vous n'avez certainement entendu parler. Oui. L'Agence métropolitaine de transport qui est à la recherche de nouvelles sources de financement. Donc, on va mener un projet pilote dans 5 stationnements incitatifs de la rive nord de Montréal et on va tarifer certaines cases, certains espaces. Donc, du côté de Cartier, on parle de 20 des 596 places qui deviendront payantes au printemps pour un essai, pour un projet pilote. Du côté de Concorde également, on parle aussi de cases payantes. Cependant, on ignore le prix. Ce qui a filtré dans les derniers jours, on a appris sur la Rive-Nord que la gare de Deux-Montagnes deviendra également payante, certains espaces. On nous a lancé un tarif de 50 $ par mois. Est-ce que ce sera le même montant appliqué aux 4 autres stations? Ce sera à vérifier. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que du côté de Laval, Cartier-Concorde, il y aura des espaces payants à compter du printemps. Et dernière nouvelle, et elle est inquiétante, celle-là, c'est un haut taux de radon dans différentes maisons ici à Laval. Tout à fait. On a fait des mesures dans 107 domiciles, un peu partout dans l'Est, dans l'Ouest, au Nord, au Sud de Laval. Et 10 environ de ces résidences présentent un seuil, un taux de radon plus élevé que le seuil critique déterminé par Santé Canada. C'est quoi du radon? Le radon, c'est un gaz naturel qui se trouve dans le sol. On en a partout au Québec. Cependant, il y a des plus fortes concentrations à certains endroits. Et ce gaz, qui est inodore et incolore, va pénétrer par le sous-sol, par les fissures, par exemple, du solage. Ouais. Et c'est à ce moment-là où on va retrouver le radon, principalement dans les sous-sols des résidences. Et il y a des appareils de détection pour, justement, mesurer le radon. Et on vous invite grandement à vous en procurer un. Ça a quoi comme effet sur la santé, le radon, si on est trop exposé? Imaginez, vous êtes non-fumeur, le radon est la cause première du cancer du poumon déclaré chez les non-fumeurs. C'est en raison... À cause de ça? En raison du radon. Wow. Et il y en a dans les Basses-Laurentides. Est-ce qu'il y en a à Laval? Seul le temps nous permettra de le déterminer avec précision. On peut lire toutes ces nouvelles et toutes les autres, celles qui arrivent au fur et à mesure dans l'échodelaval.ca, c'est bien ça? Exactement. Notre site Internet et l'Écho de Laval distribué également tous les mercredis. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine.
Les Jeux de Sochi approchent à grands pas et justement, la belle Sarah Bibeau nous parle aujourd'hui des athlètes lavallois qui ont déjà participé aux Jeux olympiques. Oui, donc des athlètes lavallois qui ont déjà participé ou qui vont participer aux Jeux olympiques de Sochi qui arrivent à grands pas. Il y en a, là, des Montréalais ou lavallois C'est qui ça. vont Donc, participer. sur leur fiche de description, ils disent qu'ils viennent de la région de Montréal. Donc, je ne sais pas si précisément ils viennent de Laval, mais Montréal et les environs, on va les inclure dans nos athlètes à supporter pour les Jeux olympiques. Ben oui, tout à fait. Alors, je débute à l'instant. Ça me tentait de te parler un petit peu de l'historique des Jeux olympiques d'hiver. Parce qu'on en parle souvent des Jeux olympiques d'été, mais les Jeux d'hiver, ça fait pas longtemps qu'ils sont établis dans l'histoire des Jeux olympiques. C'est vrai, on pense pas à ça. Mais c'est ça. Donc, vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, donc environ 1895-1900, toutes les compétitions de Jeux sportifs d'hiver avaient lieu en Suède. Donc, c'était comme un monopole établi en Suède et c'était seulement les athlètes des pays scandinaves, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège et l'Islande. C'est seulement des athlètes de ces endroits-là qui pouvaient participer aux Jeux. Alors, le Comité international olympique s'est dit en 1911, bien voyons, ça n'a pas de bon sens. Alors, ils ont décidé de mettre en place des Jeux olympiques, bien pas des Jeux olympiques, mais des Jeux d'hiver. Accessible à tous. Accessibles à tous, donc à l'international. Là, j'imagine c'était plus européen à ce moment-là. Oui, un petit peu plus parce que c'est en 1916 que l'Allemagne s'est portée volontaire pour être la ville hôte de ses premiers Jeux hivernales un peu internationaux. Donc, c'était des athlètes d'un petit peu partout qui pouvaient être là. Et l'été, l'Allemagne avait été la ville hôte des Jeux olympiques de Berlin en 1916. Donc, ça pouvait faire suite aux Jeux olympiques d'été. Ils se sont portés volontaires pour accueillir tous les athlètes. Mais malheureusement, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a frappé à l'époque, donc la guerre de 1914-1918. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il aura fallu annuler ces Jeux-là, qui n'ont jamais eu lieu en 1916. Okay. Donc, on aura dû attendre jusqu'en 1924 pour officiellement organiser les premiers Jeux olympiques d'hiver qui ont lieu du 25 janvier au 5 février et ça a été à Chamonix dans les Alpes françaises. Au début, on y présentait seulement 6 sports. Je ne sais pas si tu veux t'essayer, savoir quelle discipline on présentait. Mon Dieu, j'imagine le ski alpin. Le ski, oui. Sûrement pas le bobsleigh à ce moment-là. Oui, le bobsleigh. Alors, il y avait le biathlon, le bobsleigh, curling, hockey sur glace, le patinage et le ski. Donc, incluant dans le patinage, il y a le patinage artistique, patinage de vitesse, et on avait ski de fond et le ski de fond et saut à ski. OK. Alors, quand même 6 disciplines, puis c'était à l'époque 1924. On n'appelait pas cet événement-là les Jeux olympiques, c'était appelé la Semaine internationale des sports d'hiver. Et ce n'est seulement qu'en 1928, soit 4 ans plus tard, que le Comité international olympique a décidé de nommer cet événement comme étant officiellement les premiers Jeux olympiques d'hiver. OK. 1924. En quelle année? 1924. Alors, 1924, une date à se remémorer. Ben oui, là où les Jeux, les sports d'hiver étaient enfin considérés comme des vrais sports. Oui, à l'international. Alors, je vous parle un petit peu d'un enjeu maintenant. Recevoir les Jeux olympiques dans une ville, ça représente souvent des enjeux importants pour une ville. Là, on le voit présentement à Sochi. Hein. Souvent, tous les regards médiatiques sont retournés vers cette ville-là. C'est une réorganisation au niveau du développement urbain, le renouvellement des infrastructures. Ça permet d'améliorer les services, le transport. Donc, c'est un positif quand on reçoit des Jeux olympiques chez nous pour la réorganisation de la ville et autant pour l'image médiatique qu'on a. Et ça donne le goût de voyager. Moi, en voyant les images de Sochi, j'aurais eu envie d'y aller finalement. Je ne pourrais pas y être. On découvre des villes aussi, là, pour plusieurs. On ne savait même pas que ça existait, Sochi. C'est vrai. Donc, ça permet de voyager peut-être par la télévision, mais on est quand même là. On va être présent avec nos athlètes. Donc, je parle maintenant des athlètes. Je les appelle nos vétérans. Alors, les vétérans, ceux qui ont déjà participé aux Jeux olympiques, on a Tania Vincent, originaire de Laval. Elle était une patineuse de vitesse sur glace. Elle a participé aux Jeux olympiques de Nagano en 1998, ceux de Salt Lake City en 2002, ceux de Turin en 2006 et ceux de Vancouver en 2010, où elle a remporté la médaille d'argent avec son équipe. Une femme d'expérience. Une femme de beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je la mets dans ma catégorie des vétérans. On a Martin Saint-Louis, qu'on le connaît, joueur de hockey professionnel, lui originaire de Laval. Il a participé aux Jeux olympiques de Turin en 2006 pour l'équipe canadienne. Ensuite, j'ai ma catégorie, je les appelle les vétérans, mais à Sochi. Donc, les vétérans qui iront encore aux Jeux olympiques cette année. On a Alexandre Bilodeau, 26 ans, originaire de la région de Montréal. Il est en ski acrobatique. Il a fait les Jeux olympiques de Vancouver. Il a gagné la médaille d'or dans sa discipline et c'était en 2010. Cette année, il sera à Sochi.
Un des favoris, On a- peut-être, aussi. Oui, un là. des favoris, un petit chouchou Oui, montréalais. bien, c'est ça. On a également Éric Gay, 30 ans, lui, en ski alpin de vitesse, originaire de la ville de Montréal. Il a participé aux Jeux olympiques de Turin et aux Jeux olympiques de Vancouver. Ensuite, ceux et celles qui en sont à leur première participation aux Jeux olympiques, donc les petits bébés Ouais. qui vont devoir veiller... Faire leur preuve. Faire leur preuve et les vétérans vont probablement les accompagner dans cette épreuve-là. On a les sœurs, le trio Dufour-Lapointe, donc Maxime, Chloé et Justine, toutes les trois originaires de la ville de Montréal, et leur discipline, le ski acrobatique, qui vont tenter peut-être de remporter une médaille ou de se faire leur preuve sur la scène internationale. Et on a Sébastien Toutan, 21 ans, région de Montréal, qui va faire de la planche à neige représentant le Canada aux Jeux olympiques. Le ski acrobatique, il faut être un peu cinglé pour faire ça. Non? En tout cas, il faut être téméraire. Il faut être bon. Moi, j'ai Faut peur pas quand même. avoir C'est peur. très impressionnant comme sport. Bien, Et merci puis- beaucoup, Oui, Sarah. puis en terminant, Oui. on va terminer sur quelques images de Jean Pascal, donc qui a remporté le combat contre OK. Luciane Boutet. C'était le 18 janvier dernier, qui signe le livre d'or de la ville de Laval. Alors, on va se quitter là-dessus. Bien, merci. Félicitations, Jean-Pascal. Oui, félicitations. Dan. Vous êtes champion. Vous ne prendrez pas ça personnel que vous parlez de le pourcentage de gras pas mal plus élevé. Si vous dépassez, on va regarder le livre. On va vous montrer certains qui ont signé des exemples. Vous avez des gens ici qui ont travaillé à titre normal de 20 ans pour les services distingués du service de police. Tu l'as tourné vers nous, hein? On va vous la placer. Oui, une belle photo comme ça. Ah, ouais, ça va. Ça va avec la ceinture. Ben non. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Un autre ambiance. Vous pouvez nous regarder? Oui. S'il vous plaît. Je vous invite, si vous voulez, signer n'importe où sur cette page-là. Excellent. C'est prouvé, plus on initie tôt les enfants à la lecture, plus cette bonne habitude perdure dans l'adolescence et éventuellement l'âge adulte. Et justement, ce mois-ci à Laval, c'est le mois de la lecture. Pour nous en parler, on a Julie Cloutier. Bonjour, Julie. Bonjour. Votre titre par rapport à ça, vous êtes coordonnatrice, c'est ça? Bon, je suis conseillère pédagogique. Donc, le titre long, c'est agente de soutien pédagogique et technique. Bon, le mois de la lecture, le thème de cette année, c'est « Moi, j'aime ça ». Tout à fait. La lecture, c'est d'abord et avant tout une impulsion. Il faut aimer ça. D'ailleurs, c'est important donc d'initier les gens le plus tôt possible. Tout à fait. Les petits-enfants, 0-5 ans, c'est très, très important. L'initiation, les images, les livres, on a toujours avoir un livre à la portée. C'est très important pour le futur. Est-ce qu'on voit justement, quand on fait ce mois de la lecture, parce que c'est pas la première année, Non. que cette habitude-là reste chez les enfants? Oui, il faut certainement l'implication des parents et c'est ce qu'on essaie d'aller implanter dans les familles avec les responsables de services de garde, donc en milieu familial, qu'on initie donc les enfants et les parents donc à garder l'habitude de lire une histoire tous les jours s'il faut. Bon. Oui. Ce qui est ironique quand même, et je regarde ça, c'est que quand on est petit, on se fait raconter des comptines, des contes. Plus tard, peut-être qu'on lit de la bande dessinée. Oui. Et après ça, on oublie le livre. Et ça se perd un peu dans notre culture. Pourquoi, au juste? La lecture, c'est vraiment une habitude à prendre. Je pense que quand on est initié tout jeune, les livres, les images, ça reste. Et le plaisir de lire, d'ouvrir un livre, de raconter l'image à son enfant, d'avoir un petit moment privilégié, c'est ce qui reste et l'enfant se souvient de ça. Et plus tard, ça aide à l'école à lire et à faciliter l'apprentissage scolaire aussi. Non seulement la lecture, mais aussi l'écriture, parce que plus on voit des mots, plus on sait les écrire, non? Oui, l'initiation à l'écriture et l'éveil à la lecture et l'écriture. Donc, oui, l'écriture est importante. La lecture, on initie l'enfant à lire l'image et le mot est en dessous.
dessous. Donc, ça l'aide beaucoup à faire l'association, l'image et le mot. Et bien sûr, tout ce qui est lecture, journaux, revues, catalogues, peu importe, en autant qu'on fournit ça à l'enfant, oui. Bon, justement, ce sont des petits-enfants qui sont initiés avec le mois de la lecture? 0-5 ans, donc en service de garde en milieu familial. Et ça veut dire que ces enfants-là, s'ils sont en service de garde, ils vont être amenés dans des bibliothèques? Comment ça fonctionne? Nous, on a des activités dans chaque bureau coordonnateur. Il y a 6 bureaux coordonnateurs à Laval. Et dans chaque bureau coordonnateur, il y a des activités dans les bibliothèques affiliées. Donc, à ce moment-là, des activités de contes et des heures festives aussi pour animer les petits. Il y aura même des spectacles, non? Oui, tout à fait. Le spectacle, je me souviens pas du titre, mais c'est toujours intéressant. Ça touche combien d'enfants ici dans la région de Laval, les 0-5 ans? On Il y en estime ça a combien? environ 5200 enfants dans toute Laval. C'est donc de là l'importance de prendre du temps avec ses enfants. Ensuite, un livre, ça, c'est, je veux dire, c'est l'ouverture vers le monde aussi, là. Tout à fait. C'est très important. Donc, c'est sûr qu'on peut initier. Donc, le thème de cette année, c'est « Moi, j'aime ». Et bien sûr, on calcule, donc on regarde en même temps tout ce qui a l'importance de varier, donc, la lecture aux enfants. Est-ce qu'on peut détecter dès lors, entre 0 et 5 ans, qu'il y aura des enfants qui auront de la difficulté avec la lecture plus tard? Bien sûr, les difficultés en lecture, l'apprentissage au niveau de la parole, etc., ça se décèle dans la petite enfance. On peut voir des petits retards, on peut voir des troubles au niveau du langage, mais ça se décèle vers 3 ans environ. C'est sûr qu'auparavant, il y a des petits questionnaires, des petites observations qu'on peut faire avec les tout-petits, mais c'est vraiment précoce de dire à un enfant de 1 an va avoir des difficultés. Donc, c'est vraiment de le stimuler. C'est la stimulation qui est très importante. C'est très important. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez donc du livre support électronique sur les tablettes maintenant? Est-ce que c'est un outil supplémentaire pour aider les enfants qui sont peut-être intéressés par cette technologie-là? C'est agréable. Les enfants sont vraiment très habiles avec cette... D'ailleurs, j'ai une petite fille de 19 mois et elle est très habile à faire le doigt sur le téléphone pour regarder les photos. OK. C'est seulement ça, mais sinon, c'est vraiment facilitant pour les enfants, mais je trouve dommage que le livre, j'espère, ne va pas perdre de la valeur parce que c'est un outil tellement essentiel pour les enfants. OK. Si j'ai plus que 5 ans, là, bon, j'ai un ado à la maison qui a 12 ans, est-ce que le mois de la lecture peut aussi l'interpeller? Oui, parce que Laval, c'est certain que nous, on est le bureau coordonnateur pour les 0-5 ans, mais on étend ça partout. C'est certain que si les scolaires veulent s'impliquer, on est très ouvert, donc à épandre la bonne nouvelle. Donc, Oui. Puis des bibliothèques, il y en a partout. Oui, à Laval, il y en a 9, si je ne me trompe pas. Et puis, à Montréal, partout à Laval, c'est sûr que là, on est à Laval. Oui, mais, bien sûr. C'est certain qu'il y en a des bibliothèques, il y en a partout. Emprunter des livres, c'est gratuit. Les gens peuvent se rendre là. Et les bibliothèques, maintenant, sont très conciliantes aussi pour faire les prêts de livres. Bien sûr. Oui. Les retards, c'est vraiment majoré. Avant, c'était un petit peu plus strict. C'est vrai. Maintenant, ils ont tendance à ouvrir les portes plus pour accueillir plus de gens. Il y aura un raz-de-marée de lecture. Oui. C'est quoi ça, le raz-de-marée de lecture? Le raz-de-marée, c'est une belle activité le mercredi 12 février. Donc, à 10 h, tout le monde s'assoit avec un livre et on lit. Tout le monde partout. Tout le monde partout à Laval. Donc, si ça déborde autour de Laval, tant mieux. Mais à Laval, partout, tout le monde, à 10 h, on lit un livre. Donc, on a du plaisir à 10 h. Et le 28 février, qui sera la journée de clôture donc, de ce mois de la lecture-là, Oui. il y aura des tirages de livres. Tout à fait. On a des commanditaires, à peu près 25 commanditaires par année qu'on va chercher. Donc, c'est un travail à chaque année à recommencer. On les remercie d'ailleurs. Et on achète aussi des livres. Chaque bureau coordonnateur donne un montant pour acheter des livres. Et à la fin du mois, on se regroupe, les 6 organisatrices du comité, et puis on tire tous les livres à celles qui ont participé au mois de lecture. Vous qui œuvrez avec des enfants de 0 à 5 ans, est-ce que vous êtes optimiste d'éventuellement d'enrayer les problèmes d'alphabétisation? C'est un travail à long terme. C'est ça, hein? Oui, parce que l'alphabétisation, c'est un autre gros sujet, mais c'est quelque chose à travailler beaucoup, oui. Alors, c'est donc pendant tout le mois de février, c'est déjà parti d'ailleurs. Oui. Jusqu'au 28 février, si on a des enfants de 0 à 5 ans, bien, ils sont déjà bien impliqués là-dedans. Tout à fait. Et sinon, on fait le tour des différentes bibliothèques pour justement ce mois de lecture. Excellent, certain. Merci, Julie. Ça me fait plaisir. C'était Julie Cloutier.
Il existe toutes sortes d'écoles. Celle de ma prochaine invitée est très particulière puisqu'elle forme aujourd'hui les prothésistes et orthésistes de demain. Pour nous en parler, Marie-Claude Bastien. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Vous êtes quoi, coordonnatrice de ce programme? Oui, absolument, du département d'orthèse-prothèse orthopédique du Collège Montmorency. Est-ce que je me trompe en pensant que ce genre de, je vous dirais, de formation-là, elle est unique au Québec? Oui, c'est le seul cégep public au Québec à donner cette formation-là. Oui. Tout le monde va se poser la question. Elle va de base. C'est quoi la différence entre une orthèse et une prothèse? Alors, une orthèse corrige un segment corporel, une prothèse va remplacer soit une jambe, un bras, donc un autre segment corporel. Et ça forme combien d'étudiants par année? On gradue en moyenne une vingtaine d'étudiants par année. Et tous se trouvent des places dans le métier? Absolument. Le taux de placement est de 100 %. C'est un métier très, très en demande. Justement, d'où vient cette demande? Bien, la population vieillit, donc il y a de plus en plus de demandes, autant du niveau des orthèses que des prothèses. Est-ce que c'est plus spécialisé faire des prothèses que des orthèses? Non, c'est une spécialité vraiment à part entière, autant en orthèse qu'en prothèse. Il y a quelques professionnels qui vont faire les deux, mais la plupart du temps, on se spécialise soit en orthèse, soit en prothèse. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce domaine-là, Marie-Claude? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, vous avez vu l'évolution. Là, je pense entre autres à la mécanique qui doit plus vous aider maintenant à avoir je vous dirais, des prothèses plus vraies que nature ou presque. Absolument. C'est au niveau de la technologie là, qui a vraiment fait bondir notre travail, au niveau de toute la robotique, tous les composants électroniques qui font qu'on est capable maintenant de reproduire la marche le plus naturellement possible pour nos patients. Il y a un côté, donc, artistique là-dedans, non? Oui, c'est vraiment une combinaison idéale entre le côté artistique et le côté scientifique. Il faut vraiment être capable de voir la troisième dimension, être capable de la reproduire avec nos mains et puis aussi avoir une relation d'aide avec nos patients. Vous êtes coordonnatrice, mais est-ce que vous continuez à faire des orthèses et prothèses? Bien, plus maintenant, mais ça fait pas tout à fait un an là, que j'ai arrêté de faire de la clinique, mais je m'ennuie beaucoup encore. Bon, parlez-moi justement de ceux qui vont dans ce domaine-là. Ils ont quoi en commun, ces étudiants? Quelle sorte de personnes s'en va dans ce domaine-là? Alors, c'est certain que ça prend quelqu'un qui est empathique à la base. Tout à l'heure, je vous parlais de relations d'aide. On aide nos patients directement. On influence leur vie. On l'espère d'une façon positive. Donc, ça prend de l'empathie. Ça prend des étudiants qui sont autonomes, qui sont capables de, si vous voulez, de voir la troisième dimension, j'en ai parlé, d'avoir des aptitudes manuelles et d'être capable de travailler en équipe. Parce qu'on ne fait pas cavalier seul dans cette profession-là. On est en équipe multidisciplinaire avec des médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Alors, on doit être capable de travailler en équipe, faire valoir nos idées, donc être capable de s'exprimer clairement. En 2014, est-ce qu'on peut innover dans ce domaine-là? Oui, mais je vous dirais les innovations viennent plus du côté biomédical, ingénierie, des choses comme ça. Nous, on peut innover en se gardant à jour avec les conférences, les congrès, des choses comme ça au niveau des techniques, mais tout ce qui est le développement des nouvelles composantes, c'est un autre domaine. Bon, vous parliez de 20 étudiants formés à chaque année. J'imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Oui. On fait comment si on est interpellé par ce métier-là, peut-être, pour nous, pour justement se familiariser avec votre programme? Donc, on a, justement, de ces temps-ci, on a un atelier qui s'appelle Étudiants d'un jour. On peut s'inscrire sur le site du Collège Montmorency et ça donne la chance aux futurs qui veulent en connaître un peu plus sur la formation de venir passer une journée avec nous. Ils sont accompagnés par des professeurs. Ils vivent la vie d'un étudiant en orthèse-prothèse pendant une journée. Y a-t-il plus de gars ou de filles dans ce domaine-là maintenant? Je vous dirais, à l'époque où moi j'ai fait la technique, il y avait beaucoup plus de garçons. Et là, présentement, je vous dirais qu'on a peut-être 10 % de garçons. Ah oui, si Alors, peu? Oui, si peu. C'est un domaine très contingenté. Donc, ce sont les notes qui permettent aux étudiants de rentrer et malheureusement, ou heureusement, ce sont les filles qui ont les meilleures notes au secondaire. Une fois formé, une fois qu'on est qualifié, est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce domaine? Absolument. Et puis, il y a toutes sortes de façons aussi d'exercer ce métier-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut se spécialiser en orthèse, en prothèse, on peut se spécialiser en membre supérieur, membre inférieur. On appareille tout de la tête aux pieds. Alors, il y a moyen d'y trouver son compte à notre goût, c'est sûr. Tout est possible? Tout est possible, je vous dirais, surtout avec la technologie qui évolue maintenant rapidement. Si on se tient à jour, je vous dirais qu'on est capable de redonner la qualité de vie à nos patients. C'est dans le domaine du possible. Où est-ce que c'est le plus dur, les membres inférieurs ou membres supérieurs, à trouver, je vous dirais, une prothèse, ou à ce moment-là, c'est une prothèse, Oui. Qui soit le plus
comment je vous dirais, user-friendly, si vous me permettez l'anglicisme? Bien, je vous dirais que les défis sont très différents du membre supérieur versus le membre inférieur. Au niveau des prothèses, on cherche la fonctionnalité. Nos doigts sont des outils incroyables. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi esthétique, qui est difficile à reproduire. Au membre inférieur, on a toute la charge du poids. On doit recréer la marche, la démarche, pas créer de blessures, éviter les accidents. Il ne faut pas que le patient s'enfarge. Donc, alors, c'est deux défis complètement différents. Alors, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens se spécialisent soit en membre supérieur, soit en membre inférieur. Bon, c'est une école, mais aussi en même temps, c'est un lieu où on fait des orthèses et des prothèses. Absolument. Vous êtes en recrutement de clientèle en ce moment? Oui, monsieur. Quelle sorte de personnes vous cherchez, justement? En fait, toutes les personnes qui ont des besoins en orthèse, notre clinique école existe depuis un peu plus que 10 ans. Donc, ce sont des étudiants de 3e année qui font l'évaluation complète. On se spécialise surtout dans les orthèses plantaires. Donc, ce sont les orthèses qui sont insérées dans les chaussures pour corriger des alignements ou si vous avez des maux de pied, des épines de le noir ou un mal au pied en général. Ça vous prend une prescription de médecin. Peu importe le médecin. Nous, on travaille toujours à partir d'une prescription. L'étudiant va faire l'évaluation globale, donc physique, biomécanique, et de votre pied spécifiquement. Il va établir un plan de traitement. Et cet étudiant-là est supervisé par un professeur. Donc, c'est pas une économie, en fait. Peut-être qu'en termes d'argent, c'est une économie, mais sinon, on a quand même quelque chose de professionnel au bout du compte. Absolument, absolument. Vous avez une évaluation complète. C'est sûr, on a affaire avec des étudiants, mais puisqu'ils sont supervisés par un professeur expérimenté, donc vous êtes assuré d'une qualité optimale. Optimale, oui. Justement, pour information ou inscription, on peut appeler le 450-975-6294. Alors, 450-975-6294 pour avoir tous les détails. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bien, merci à vous. À Laval et compagnie, notre chronique Mille merci aura une connotation sportive. Tout ça, bien sûr, en marge des Jeux olympiques de Sochi qui s'en viennent très bientôt. Tu es une ancienne patineuse, Peggy? Oui, une ancienne patineuse artistique. Donc, moi, les Jeux d'hiver, là, ça me fait toujours... Ça m'énerve beaucoup. T'aimes ça. Oui, et là, tu énormément. nous présentes quelqu'un qui, justement, fait du bénévolat depuis des années dans le monde du sport. Oui, exactement. Puis avant de te parler de notre bénévole de cette semaine, je veux savoir, d'après toi, Éric, combien de bénévoles participent aux Jeux de Sochi? Oui, ça doit être des dizaines de milliers, certainement. 25 000 bénévoles. Ah, tu vois, c'est ça. 25 000, dont 135 Canadiens. Ah on oui, peut être fiers, quand même, oui. Il y a ben oui. 135 qui s'en vont à Sochi. Je trouve ça important de le mentionner. Et cette semaine, notre bénévole est en fait le président senior de la Ligue junior de baseball Québec. C'est M. Jacques Continelli. Monsieur Continelli, ça fait 25 ans que vous êtes bénévole, dont 12 ans dans Baseball Québec. Quelles sont vos implications dans le mouvement? Bien, je suis président de l'Organisation des Associés de Laval. Les Associés de Laval, c'est le regroupement de 3 équipes, Junior 2A, Midget 3A et Junior Élite. Le Junior Élite, c'est le meilleur niveau de baseball amateur dans la province de Québec. Le Midget 3A, c'est un réseau de développement que Baseball Québec a mis sur pied. En principe, c'est notre relève. Junior 2A aussi, c'est notre relève au Junior Élite. Tout est basé et nos énergies sont toutes basées pour aboutir finalement au Junior Élite. Peut-être un jour qu'une couple de ces joueurs-là vont aboutir au baseball professionnel. Sur quel projet vous travaillez en ce moment? Parce que vous avez des gros projets, en tout cas des grandes ambitions là, pour les équipes. Oui, mais présentement, on est en train de travailler. On prépare un repêchage qui va avoir lieu en fin de semaine. On est en train de travailler à mettre sur pied la meilleure équipe. On pense qu'on est près de notre but. C'est sûr que notre but, c'est de gagner, finir en première position pour représenter le Québec au championnat canadien l'an prochain. C'est un nouveau règlement qu'il y a dans la Ligue. Avant, c'était une équipe d'étoiles qu'on faisait. Maintenant, c'est l'équipe qui finit en tête du classement général qui va au championnat canadien. Puis c'est notre but. On a d'ailleurs
été chercher d'autres instructeurs cette année, des instructeurs... avant, on avait des bons, là. Je ne ferai pas que je dise qu'avant, ils n'étaient pas bons, mais on pense qu'on a été chercher peut-être les meilleurs instructeurs disponibles qu'il y avait dans la province de Québec, puis pour justement atteindre notre but, là. Oui, parce que le gros nerf de la guerre, c'est les coûts relatifs à tout ça. Donc, vous, les bénévoles, vous êtes là pour aider à amasser des fonds aussi. Comment les gens peuvent vous aider si on veut aider le mouvement de Baseball Québec? Comment est-ce qu'on peut nous aider? C'est sûr qu'on essaie d'aller chercher des commanditaires. C'est sûr que ce qu'on aimerait... malheureusement, le baseball, après la perte des expos, est descendu un petit peu. On aimerait ça qu'il y ait plus de monde qui vienne au stade parce que pour regarder une partie de baseball junior élite, ça coûte 5 $ à l'entrée. Ça, c'est sûr que pour nous autres, c'est un bon financement. C'est sûr qu'on a un restaurant sur place puis tout ça, là. Ça serait agréable d'essayer de doubler nos foules, là. Malheureusement, on commence à avoir du monde au stade quand on est rendu dans les séries éliminatoires. Mais avant ça, c'est un petit peu plus difficile. Malgré qu'on essaye de faire beaucoup d'exposure là, pour que notre produit soit aimé des gens et que les gens viennent le voir, là. Après 25 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté, le bénévolat? Qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui? Bien, c'est sûr que, comme tu sais, je suis avec ma femme là-dedans. Ma femme a fait autant de bénévolat que moi. Pour nous autres, c'est sûr que c'est une activité autant que quelqu'un là, qui va aller jouer au tennis 4 fois par semaine. Nous autres, on va au baseball 4 fois par semaine. Même l'hiver, on fait des réunions pour préparer les saisons toujours. Pour nous autres, c'est un loisir. On aime ça. C'est sûr qu'on a des embûches de temps en temps, mais on est passionné probablement du baseball, là. C'est beau de vous entendre, M. Continelli. Au nom de la chronique, mille merci. On vous remercie pour votre implication et on vous encourage à continuer. Bravo. Bienvenue, puis c'est sûr qu'on va continuer. On est encore là pour plusieurs années. Ils sont tellement importants, ces bénévoles, dans le sport amateur, et ce sont eux, les parents souvent d'enfants qui jouent dans ces sports-là, qui, justement, aident les structures parce qu'on n'a pas d'argent. Cependant, on a des activités, on peut jouer du sport à l'année longue. Et ce monsieur-là, Continelli, il est absolument incroyable, vraiment. Oui, c'est un élément clé dans Baseball Québec. Et si vous voulez me transmettre des noms de personnes extraordinaires lavalloises, vous pouvez m'écrire au peggy@tvrl.ca. Bon, on se donne rendez-vous bientôt. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci, Peggy. Ça fait plaisir. Anne-Marie Kirouac nous parle du film documentaire des grands explorateurs, La Mongolie, du cinéaste Patrick Bernard. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Amélie. Donc, c'est un peu particulier, là. C'est un documentaire. Ça s'appelle Ciné-conférence, c'est ça? Bien, c'est le concept même des grands explorateurs. Ça fait des années que ça roule à travers le Québec dans plein de salles. C'est des films documentaires, mais l'explorateur, le réalisateur, est toujours dans la salle et c'est lui qui nous raconte son film. C'est toujours des films qui se passent dans des pays très variés, qui nous montrent toujours l'envers. Mais en fait, c'est pas le côté le plus connu des pays, oui, c'est des pas villes le en côté question. touristique. C'est ça, c'est toujours donc dans ces endroits-là où on n'irait pas d'emblée peut-être dans un pays, ou le côté caché de villes, comme il y a des fois à Venise, à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et là, ce film-là, c'est la Mongolie. Le titre, c'est Les Fils du vent. Et c'est un documentaire sur les derniers peuples nomades de la Mongolie, même peut-être les derniers peuples dans tous les pays du monde. Ouais. On sait que c'est vraiment, malheureusement, en voie de disparition. Et lui, le réalisateur français, Patrick Bernard, c'est co-réalisé avec Ken Ung. Il est allé 3 fois en Mongolie dans les dernières années, depuis 2010, 3 fois 3 mois, pour aller filmer donc ces peuples nomades-là, 3 familles, en fait, pendant le documentaire. Et c'est assez long, en fait, c'est 2 parties de 45 minutes où le réalisateur, Patrick Bernard, est là, nous parle un peu au début, nous explique les grandes lignes de son documentaire. Pendant la projection,
la narration se fait en direct. Ça, c'est particulier. Donc, le réalisateur est sur la scène, il est assis en retrait. Mais là, au début, on le remarque pas trop. On se dit, bon, on pense que c'est dans le film. que c'est dans le film, c'est ça, que c'est la voix hors champ du film. Mais non, il est sur la scène, il est assis et c'est lui qui fait la narration tout au long du film. Donc, 2 parties de 45 minutes avec un entracte et on peut lui parler dans le hall de la salle. Et moi, je suis allée voir avant parce que ça sera à Laval à partir du 11 février à la salle André-Mathieu. Je suis allée voir à Sainte-Thérèse et j'étais étonnée de voir à quel point c'était comble, la salle. Ben oui, tu me dis que c'est rempli. super populaire. J'avais jamais entendu C'est des parler centaines de personnes. Bien, ça fait des années que ça roule, les Grands Explorateurs. Et heureusement, en fait, c'est très populaire. Là, ils seront 10 jours à la salle André-Mathieu. Et je pense que ça va être plein à chaque jour. Je vous encourage fortement à y aller. 10 jours de suite, là, du 11 au 20 février. 11 au 20 ça? février, il y a plusieurs heures là, différentes. Et vraiment, ce film-là, ça nous plonge dans un monde tellement loin de ce qu'on connaît ici. Quand on pense au peuple nomade, c'est des gens qui vivent avec très peu de choses, bien sûr, avec l'essentiel. Mais c'est vraiment, on suit 3 familles de 3 régions différentes. Durant ces 3 voyages différents, j'imagine? Oui, peut-être. Là, il ne l'a pas dit explicitement quand est-ce qu'il avait filmé quelle famille. Mais vraiment, c'est ceux qui connaissent peut-être un peu la Mongolie, on connaît souvent les yourtes, ces espèces de tentes là, circulaires. Ça, les yourtes, c'est surtout pour les peuples du sud de la Mongolie. Et on suit surtout une famille du nord qui s'appelle, en fait, du peuple des Tsatanes. Et c'est un peuple, en fait, il reste seulement 35 familles des Tsatanes, moins de 200 personnes de ce peuple-là qui vivent. En fait, il y a des grands rapprochements avec les Amérindiens d'ici. Ils vivent dans des tipis. Donc, vraiment d'énormes tipis, vraiment avec la forme qui ressemble à ceux qu'on a ici en Amérique. Et même physiquement, les Mongols ressemblent. Il y a des ressemblants en visage très rond, yeux bridés. Peau foncée, un peu. Oui, quand même. Puis on sent là, que c'est une peau qui va au froid, au vent. Une peau résistante. Vraiment. Et on suit, il y a des petits-enfants, puis on nous explique qu'ils vivent avec des troupeaux. Les Tsatanes vivent avec des rennes, vivent avec leurs troupeaux de rennes. Bon, il y a les chevaux aussi. On suit aussi cette famille-là pendant la grande fête nationale du Nadam. Il y a des compétitions, des courses de chevaux, de la lutte. On voit aussi de la lutte mongole. Ça ressemble un petit peu au sumo, japonais, un petit peu dans le style de lutte. Mais c'est vraiment... Ils sont gros aussi. Moins que les sumos. On ne les engraisse pas comme les sumos, mais en fait, dans le style, ça ressemble un petit peu. Mais bref, c'est un voyage vraiment là, dans un autre univers et ça nous amène à réfléchir sur notre propre mode de vie. Bien, on réalise qu'on vit vraiment dans le luxe, là, puis que c'est pas la norme de la société de vivre comme ça, là, si on se compare au reste de la planète. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux qu'eux? Puis c'est la question que pose Patrick Bernard à un moment donné. Il dit, parce que la Mongolie est dans les 5 pays les plus pauvres du monde. C'est un pays très, très pauvre parce que, aussi, à une certaine époque, dans les années 50, on a voulu sédentariser les nomades. Pas une très bonne décision parce que ces gens-là ont leur mode de vie, leur façon de survivre. Si on change ça puis on les met dans une ville, ça marche plus. Et donc, il disait que c'est dans les peuples les plus pauvres, mais lui, de son expérience, peut-être le plus heureux, dans les plus heureux. Donc, c'est toute cette réflexion-là. Mais donc, lui, il les suivait vraiment dans leur déplacement aussi? Oui, parce que c'est une très petite équipe. Lui, j'ai pu discuter un peu avec lui en dehors de la représentation. Il disait que lui, il était sur une petite équipe de 3. Il y avait lui, un photographe, et un autre qui est un Mongol, mais qui habite en France maintenant, donc qui servait d'interprète. Parce que lui-même, Patrick Bernard, ne parle pas le mongol. Quelques mots, mais c'est une langue très difficile à apprendre. Donc, ils étaient 3. Et on voit la relation. On le voit à quelques moments dans le film. On le voit à la caméra avec les enfants sur lui. Donc, on voit la relation qu'il a développée avec cette famille-là, surtout cette famille des Tsatanes. On sent, parce qu'il en parle, puis on sent toute l'intimité qu'il a pu développer avec ces gens-là. Vraiment, je vous conseille d'aller là, acheter votre billet tout de suite. C'est moins cher que faire un voyage directement en Mongolie. Mais ça peut être, Et il fait moins froid, sûrement. Je pense qu'il peut faire des moins 40 des fois à l'hiver. On le sent pendant le film, là, déjà. Mais vraiment, la Mongolie, les fils du vent, ce film-là de Patrick Bernard et Ken Ung, présenté à la salle André-Mathieu du 11 au 20 février à différentes heures. Là, allez voir ça sur le site de la salle André-Mathieu. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Très belle expérience. Ouais. Merci. À la semaine prochaine. Oui.
Aujourd'hui, on apprend tout sur les huiles de beauté avec notre experte mode beauté, Odile Chevassie. Bonjour, Odile. Oui, allô, Amélie. Tu es resplendissante comme toujours, mais j'imagine que c'est à cause des huiles que tu utilises. J'utilise beaucoup d'huile. Tu sais que c'est très tendance, là, les huiles. Avant, on s'en servait surtout pour hydrater notre corps. Maintenant, tu l'utilises pour démaquiller, nettoyer. Tu as des huiles lavantes, démaquillantes, hydratantes, chatoyantes. Je ne savais pas ça, justement. Tu m'as appris ça, donc... Oui, oui, c'est la grosse tendance, les huiles. Comme te démaquiller avec des huiles avant, tu n'aurais jamais cru à ça. Là, vraiment, tu n'aurais pas utilisé, tu n'aurais pas eu pensé à utiliser des huiles. On aurait peur que ça soit trop gras, peut-être, pour Exactement. Puis au contraire, c'est très bon pour les peaux grasses, les peaux mixtes. Alors, tu utilises... ton huile enlève tout. Tu sais, quand tu utilises... Oui. Mais même avec de petite... l'huile pour bébé, ça fait cet effet-là, mais c'est pas l'idéal pour la peau, j'imagine. Mais on voit que ça fait la job, comme on dit. Effectivement, puis ça fait des émulsions. C'est ça, des huiles démaquillantes sont faites exprès pour ça. L'huile de bébé n'est pas nécessairement spécialisée pour ça, mais ça enlève vraiment toutes tes impuretés. Il faut rincer. Alors, tu fais une émulsion avec tes huiles et tu rinces. J'en ai apporté pour toutes sortes de parties, corps et cheveux, parce que aussi pour les cheveux, tu as plein d'huiles aussi hydratantes, traitantes et même illuminatrices aussi quand tu veux... rajouter un petit peu de brillance dans tes cheveux ou sur ton corps. OK. Il y a les huiles sèches aussi qui sont très à la page. On parle des huiles sèches quand c'est une huile qui ne laisse pas de pellicule grasse. Donc, c'est une huile qui pénètre rapidement et qui ne laisse pas la sensation du gras sur la peau comme une huile régulière. Donc, on pourrait la mettre le jour dans le visage. Oui, mais tout à fait. Les huiles sont faites aussi pour mettre... on a toujours l'impression que c'est parce qu'on va avoir la peau grasse, donc on doit le mettre pour se coucher, mais bon, tu vois, j'ai tout à apprendre. Oui, bien, je vais t'en faire essayer quelques-unes de toute façon. Alors, on connaît Chou Ouméran pour sa collection maquillage et tout ça. Et lui, ça fait depuis 1967 qu'il fait des huiles démaquillantes, donc c'est un expert. Il s'en vend une toutes les 7 secondes dans le monde des huiles démaquillantes. À 80 $ la bouteille. Oui, mais écoute, c'est spécialisé. Oui. Je vais te le faire essayer sur ici. 7 secondes. À toutes les 7 secondes. Fait qu'imagine la quantité. Et dans les huiles démaquillantes, tu en as 6 différentes. Donc, tu vois, j'y vais avec la bouteille, ce qu'on ne doit pas faire normalement, mais c'est que j'ai pas eu le temps de mettre la pompe. Mais habituellement, tu le mets sur un tampon démaquillant. Tu vas directement avec tes doigts. Oublie les tampons, parce que ça absorbe de toute façon une quantité de ton produit. Tu veux le garder. C'est vrai. Fait que tu vas directement sur les mains. Après ça, tu peux hydrater tes mains avec le reste. Oui, puis tu fais vraiment une émulsion dans le visage. Ceux qui veulent pas... tu sais, il y en a qui n'aiment pas travailler avec leurs doigts, qui veulent travailler avec des cotons, tout ça, les huiles, c'est pas fait pour toi. C'est comme ça. Ça sent bon. Oui, absolument. Les odeurs sont aussi magnifiques. Celle-ci, elle s'appelle Ultime 8 parce qu'elle a 8 huiles essentielles naturelles à l'intérieur. Donc, c'est des très bons produits. Et comme je disais, celle-ci, elle est faite pour les peaux normales. Tu as 6 différentes textures. Donc, tu vas aussi encore là avec ta peau. Si tu as une peau mixte, tu as une peau sèche. Les peaux sensibles aussi, il faut faire attention les huiles parce qu'on travaille. Tu sais, les peaux acnéiques, les peaux, faut vraiment que tu en prennes une spécialisée pour toi, pour ta peau. Et l'ordre, c'est on se démaquille avec l'huile, évidemment. Oui. Ensuite, on lave le visage et ensuite, on met une crème tu fais ta routine de soins réguliers. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la première étape. Oui. Même sans l'huile, on peut la mettre le matin pour hydrater. Bien, en fait, celle-ci, elle est démaquillante. Seulement pour démaquiller. Oui. Tu as aussi une autre de chez Sephora. Tantôt, tu parlais de budget. Donc, selon ton budget aussi, Sephora, tu sais qu'ils font des très, très bons produits. Alors, tu as celle-ci qui convient aux peaux sensibles, justement. Tu en as plusieurs chez Sephora qui enlèvent, qui nettoient, qui démaquillent aussi. Les huiles que tu rajoutes, tu me parlais des huiles, justement, qu'on rajoute dans notre soin de jour ou de soir. Oui. Je l'ai déjà présentée, celle de Clarins, la petite des bleus, je l'adore. Alors, celle-ci, elle est au compte-gouttes. Tu la rajoutes dans ton soin de jour ou de soir, ou dans tes masques même. Directement dans la crème ou dans le masque, puis on applique. Et moi, je la rajoute dans ma crème corps. Je mets ma crème corps sur les doigts, je rajoute 3-4 gouttes, j'émulsionne ensemble, et là, je me badigeonne le corps on n'a pas besoin de beaucoup, hein? C'est comme consistant. Oui, c'est pour ça que tu l'as au compte-gouttes. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour crème contour, huile contour des yeux? Bien, en fait, faudrait le vérifier. Les yeux, il faut toujours que tu fasses attention. Hein, la peau des
des yeux est toujours plus fragile. OK. Mais avant le masque, avant un masque, tu peux en mettre un petit peu, tu mets ton masque, donc ça aide à l'absorption aussi. OK. Elle absorbe très, très bien. Parfait. Chez Moroccan Oil, très connu pour sa gamme cheveux. Ici, tu as une huile sèche pour le corps, donc ça nourrit instantanément. Et regarde, l'huile sèche que je te parlais tout à l'heure. Je vais être bien hydratée, oui, moi, dis absolument. donc. Regarde, tu as un petit spray. Je suis bien huilée. Oui. Et elle absorbe rapidement et tu n'as pas la sensation de la texture de l'huile. Oui, c'est tout doux, c'est pour ça que j'étais là. Oh. Oui. Et l'odeur. C'est vrai. J'aime Oui, ça toujours sent bon l'odeur aussi. de Moroccan. Oui. Ah oui, ça sent très, très bon. Ouais. Dans les huiles spécialisées, parce que, tu sais, comme je dis, tu as cheveux, corps, tu as des huiles vraiment pour tout. Alors, dans les huiles spécialisées, tu as Clarins, qui a l'huile tonique. Alors, elle est tonifiante pour ton corps, pour les vergetures, perte de poids. Tu veux quelque chose qui... Perte de poids. Eh bien, oui. dis donc, intéressant. Ça tonifie et c'est pour toute ta peau, donc ça resserre. Okay. Elle est faite aussi avec, tu connais Clarins, c'est oui. des plantes. Des bons produits naturels. Oui, alors toutes les herbes qui sont utilisées à l'intérieur pour tonifier ta peau. Excellent. Du côté encore de chez Moroccan, pour les cheveux maintenant. Alors, les cheveux, tu as encore plusieurs produits selon ta texture de cheveux. Pour les cheveux fins, ils ont fait une huile qui est formule légère. Donc, moi qui ai tous les petits cheveux fins, je ne mets pas une huile trop lourde. Donc, elle hydrate aussi. Puis, elle aide à texturiser tes cheveux, à placer tes cheveux. Et rapidement? Oui, chez Redken, Diamond Oil. C'est parce que j'avais trop de produits à te On a tout le temps bien à présenter. jaser sur les produits de beauté. Oui, Diamond Oil, tu le retrouves chez Jacques Despart pour les cheveux. Une, c'est son 20e anniversaire. Écoute, c'est un classique Nux, 20 ans avec la bouteille que tu retrouves juste en édition spéciale. Et la dernière, chatoyante. Alors, si tu veux avoir un petit lustre sur le corps, pour sublimer le bronzage, tu mets ça, ça donne une petite brillance pour ton corps en plus hydraté. Mais voilà, utilisez les huiles de beauté. Merci, Odile. Bienvenue. Cette semaine, on reçoit l'organisme Le Relais communautaire de Laval et j'ai avec moi en studio le président, M. André Morin. Bonjour. Bonjour. Et M. Claude Laferrière, agent de développement. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va très bien. Oui. Alors, expliquez-nous premièrement, c'est quoi la mission du Relais communautaire de Laval? La mission, Elle est grande. Elle est très grande. Au départ, le Relais, c'était une banque alimentaire. Mais au fil des ans, ça a beaucoup évolué. Maintenant, l'aide alimentaire est un moyen, mais on fait aussi de la réinsertion sociale, la réintégration professionnelle. Par exemple, on a des problèmes pour le décrocheur de 16 à 30 ans. On a aussi un comptoir vestimentaire qui s'appelle le Carrefour des Aubaines, qui sert à l'autofinancement, mais qui sert également à la réinsertion sociale. On fait aussi beaucoup de références dans le milieu. Donc, l'aide alimentaire, oui, mais la c'est un popote, prétexte. par exemple, comme aide alimentaire ou... On n'a pas de popote comme telle, mais on a une cuisine collective. OK. Et, au fond, tous nos services servent à réintégrer. OK? C'est un prétexte. Par exemple, une personne qui arrive au Relais pour demander de l'aide alimentaire, bon, oui, selon nos critères, ils vont l'obtenir. Mais après, il faut que cette personne-là ait d'autres outils par pour exemple, continuer. d'autres outils. OK, d'accord. Le premier outil qui est privilégié, c'est le bénévolat. OK. Les clients peuvent devenir bénévoles. La moitié de nos bénévoles sont des clients. Ah oui? Oui. Et vous avez combien de bénévoles? 170 à peu près. Vous êtes nombreux, OK. Donc, et après ça, bien là, on a des programmes de réinsertion, des programmes d'Emploi Québec, des programmes de Service Canada et quelquefois de la commission scolaire. Et là, dans le fond, l'idée, c'est d'amener les gens à être autonomes. À redevenir autonomes. Redevenir, c'est bien. Parce que le gros problème d'un organisme, de gens qui viennent comme nous autres, c'est la pauvreté, c'est briser l'isolement des gens. OK. C'est très important. Et briser l'isolement, bien, il n'y a personne qui aime ça dire qu'il est pauvre.
Alors, il faut, dans beaucoup de cas, refaire comme le tissu social. Je comprends. Et soutenir vraiment le tout pour avoir l'impression qu'ils ne sont pas seuls. Exactement. Ah, c'est très Exactement. intéressant. Et sinon, là, vous avez des idées des beaux projets qui s'en viennent. Tout dernièrement, vous avez créé les Amis du Relais. Oui, c'est Expliquez-nous exact. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans au conseil d'administration. On a commencé à penser parce que le relais, comme Claude le disait tout à l'heure, on a quand même 21 employés. OK, en plus des bénévoles, il a parlé de 70 bénévoles et plus. OK, on a un budget d'1 100 000 par année. Wow, que vous devez bien gérer aussi. Oui. Faut gérer très serré, vous voulez dire? Oui. Et on est la 2e plus grosse organisation sans but lucratif à la Ville de Laval après le centre de bénévolat. Il y en a 168. Wow. Alors, le problème, c'est que tout le monde se partage la même tarte, c'est-à-dire que pour les dons, tout le monde va avoir les dons des particuliers. Oui, c'est ça. Tu as les hôpitaux, tu as le sclérose en plaques, tu as l'Alzheimer. Bon, enfin, toutes les organisations. On en a beaucoup, oui. Exactement. Alors, on cherchait un moyen, parce qu'on vit de subventions gouvernementales, fédérales et provinciales, centrales, et également 60 de dons des particuliers. Mais là, les dons annuels, ou si vous voulez, c'est pas nécessairement récurrent. C'est pas certain. C'est ça. C'est aléatoire. C'est ça, exactement. Donc, on cherchait un mode de financement qui nous donnerait des revenus stables et à long terme. Donc, on a mis les Amis du Relais, où on permet aux gens de donner des dons mensuels. On est organisé pour le prélèvement automatique de ces dons-là, ou des dons mensuels. Okay. Et c'est un mode de financement qui est appelé à croître dans l'avenir. D'ailleurs, Claude travaille très fort là-dessus, notamment le développement, depuis plusieurs mois déjà. Il va vous parler du 30e tout à l'heure, mais tout ça, c'est un vrai ensemble. Alors, c'est ça, c'est qu'on vise, on a 2 volets dans notre programme. Oui. On vise les particuliers, tous les gens qui connaissent déjà le relais. Il y a des gens qui ont été, des bénévoles, aujourd'hui, qui sont à la retraite ou qui sont plus bénévoles, des gens qui ont bénéficié du relais puis qui veulent le supporter. On a des compagnies qui nous supportent également, Canadian Tire, par exemple, Score. Bon, ces gens-là, c'est des donateurs qui sont déjà des amis du relais. Donc, on veut systématiser, si vous voulez, ces gens-là, puis aller en chercher d'autres. Fidéliser. Fidéliser vos... Mais c'est une bonne idée pour s'assurer de peut-être être certain d'avoir un temps montant et pouvoir subvenir aux besoins de... Et année après année. Oui. Parce que moi, je l'ai vécu dans une autre organisation. Je sais quand on va chercher un donateur, puis qu'on le suit, puis qu'on l'informe. Et c'est quand que ça va commencer spécifiquement votre projet ou c'est déjà en marche? C'est déjà en marche. OK, c'est déjà en marche. OK, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Très bien, c'est bon. D'ailleurs, Claude va nous faire ce soir, au conseil d'administration, son 2e ou 3e rapport des Amis du Relais. Parfait. Et sinon, là, vous êtes déjà rendu à votre 30e anniversaire cette année, en 2013, de la Fondation. Parlez-nous, comment vous allez célébrer cet événement-là? Je pense que ça se passe le 19 mars prochain. La date effective, c'est le 19 mars. Donc, le 19 mars, on va remercier... tous vos bénévoles, toutes les... Pas seulement tous les bénévoles, mais les gens importants. Les gens qui sont importants pour nous, que ce soit des hommes d'affaires, des gens des autres groupes communautaires. Ça va être plus une fête, des partenaires. Et ça va être comme une fête, pas une fête privée, mais c'est comme le lancement de... Et si on veut se procurer des billets, il faut aller sur votre site Internet ou c'est ouvert à tous? Non, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert à tous? OK, d'accord. Les autres événements qui vont être annoncés, et probablement qui seront annoncés ici à TVRL, qui est un partenaire avec nous depuis longtemps d'ailleurs. Oui. Alors voilà, on est un des plus vieux organismes de Laval. Oui, 30 ans, c'est gros. Avec le centre de bénévolat toujours. Exactement. Centre de bénévolat Moisson Laval. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça a été un grand plaisir et on vous souhaite de revenir. C'est nous qui vous remercions beaucoup de nous avoir appréciés. Merci. S'inspirant des mémoires de Jordan Belfort, le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio connaît beaucoup de succès auprès de la critique. Bonjour Nicolas Vincent Poirier. Comment ça va? Ça va très bien, toi?
Oui, ça va très bien. Donc, oui, mon Dieu, des nominations aux Oscars a pu finir, ça va bien. 5 nominations aux Oscars, ça va très bien pour le film The Wolf of Wall Street, une nomination pour le meilleur film de l'année. Et vu que Leonardo DiCaprio est un des producteurs, bien, ça se pourrait bien qu'il y ait un Oscar pour le meilleur film de l'année. Finalement, et aussi, évidemment, il est nominé comme meilleur acteur. Et là, je lui souhaite. Là. Je trouve qu'il mérite, depuis toutes ces années, à travailler fort, à faire des beaux rôles. Là, c'est à son tour. Matthew McConaughey, dans Dallas Buyers Club, il est très dur à battre, je trouve. C'est vrai. Il est nominé contre lui. Ouais, bon, en tout cas, pauvre petit. Et c'est drôle parce que le film Wolf of Wall Street, bon, c'est basé sur les mémoires de Jordan Belfort. Et c'est qui ce gars-là? Eh bien, c'est un escroc qui a passé 22 mois en prison pour fraude, blanchiment d'argent. Il a volé en tout une centaine de millions de dollars. Et en prison, il a rencontré Tommy Chong. Et si vous vous rappelez, dans les années 70-80, le duo Cheech et Chong. Ouais. Bon, alors, Tommy Chong a passé quelques mois en prison aussi parce que, bon, il vendait des trucs reliés aux potes, mais il vendait pas de potes, mais, bon, des accessoires pour, bon, bien profiter. OK, puis on fait de la prison pour ça, intéressant. Oui, en tout cas, bien, il a fait de la prison pour ça. Il a fait 9 mois de prison pour ça. Et c'est Tommy Chong en prison qui lui a dit, bien, tu devrais vraiment écrire tes mémoires, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est ce qu'il a fait. Et en 2007, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt se sont battus pour justement acheter les droits de ce roman-là. Et c'est drôle parce que pas longtemps après, ils se sont battus aussi pour les droits du roman World War Z. Donc, ils ont toujours été un peu en compétition. C'est ça, finalement, World War Z, bon, c'est Brad Pitt qui l'a gagné. Puis bon, évidemment, celui-là, c'est Leonardo DiCaprio. Et au départ, c'était censé être Martin Scorsese qui était censé réaliser le film. Et finalement, bon, il a fait Shutter Island à la place. Et là, il y a Ridley Scott qui a embarqué pour réaliser. Finalement, il a débarqué du projet et Martin Scorsese est revenu. Et le gros problème là-dedans, c'est que c'est un film qui a coûté extrêmement cher à faire. On parle de 200 millions. OK, oui, il y a des films qui ont coûté bien plus cher que ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sexe et de drogue. Il n'y a pas tant de violence que ça, mais bon, toutes des choses qui font que le film est 16 ans et plus ici. De langage vulgaire. Langage vulgaire, ben oui. Et c'est ce qui fait que le film est 16 ans et plus ici, puis bon, la même chose aux États-Unis. Mais quand un film est 16 ans et plus, tu coupes plus que la moitié de l'audience. Les familles ne sont pas capables d'aller voir le film. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu coupes dans les revenus. Et il n'y a pas un studio qui était intéressé justement à financer le film, qui a été financé de façon vraiment indépendante, parce que, bon, il y a trop de risques là-dedans. Et surtout, la durée aussi, 179 minutes. Donc, Leonardo aurait mis de son argent personnel là-dedans? Non, pas c'est nécessairement. pas... En tant que producteur, non, OK, je pensais... Non, le producteur ne va pas nécessairement prendre l'argent de sa poche. C'est lui qui va trouver gérer les le truc. OK, d'accord. C'est ça. Et, bon, il n'y a personne vraiment qui voulait, c'était trop risqué. Et finalement, quand le budget est arrivé et que, bon, un studio a décidé d'embarquer dans l'aventure, ils ont dit à Martin Scorsese, écoute, t'as carte blanche au niveau, bon, du langage et tout ce qui vient avec. Ça fait que, bon, fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait. Ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés. Le mot qui commence par un F, mais qu'on ne peut pas prononcer à télé. F-U-C-K, voilà. C'est ça. Et prononcé entre 506 et 569 fois. Mais, oui, j'ai même lu que c'est reconnu pour être le film dramatique avec le mot « fuck ». Oh, excusez, je l'ai dit, mais voilà. Qui est prononcé le plus souvent dans l'histoire du cinéma. Donc, c'est pas l'histoire du cinéma américain. Okay. Et il y a beaucoup de monde qui a été choqué par ça aussi. Ah, ils prennent de la drogue, il y a des orgies, puis bon, tout ce qui vient avec. OK, mais bon, pour un film américain, oui, c'est choquant. Si on va regarder un film japonais ou qui vient d'ailleurs, il y a des choses... C'est de la petite bière. C'est de la petite bière. Il y a des choses bien plus pires que ça, mais pour un public nord-américain, c'est choquant et c'est terrible à voir. Mais il me semble qu'on en a vu d'autres, des films comme ça. Oui, on en a vu d'autres. C'est juste que, bon, c'est basé sur un fait vécu et c'est vraiment... tout ce que ces gens-là, tout ce que les gens de Wall Street font avec l'argent que les gens ont durement gagné, ils font n'importe quoi avec et c'est vraiment ça qu'on montre pendant presque 3 heures. Mais pourtant, c'est tellement intéressant, c'est tellement bon. D'autant plus qu'on sait que c'est un fait vécu. Oui, tout à fait. On sait que c'est un fait vécu et c'est ça justement qui rend le film encore plus spécial quand on le regarde. On dit, bien voyons donc, il y a des gens qui ont fait ça et qui doivent encore faire ça aujourd'hui, évidemment. Et ce qui est drôle, c'est que
la manière que le film a été vendu pour un public avec une morale un peu conservatrice. Mais ce film-là, de 3 heures, avec tout ce qu'il y a dedans, quelqu'un avec une morale conservatrice qui va voir ça, ça doit être l'enfer. 3 heures en plus. Ça doit être horrible, vraiment. Vous avez une morale conservatrice à la maison, fuyez ce film-là comme la peste, c'est pas bon pour vous autres. Pour ceux que ça leur dérange pas, je trouve que c'est un film extrêmement bien fait à tous les niveaux, intéressant. Est-ce que ça mérite d'être le meilleur film de l'année? Je ne sais pas. Il fait compétition avec d'autres très bons films, mais c'est quand même très bon. Et bon, évidemment, à cause que, les gens qui avaient une morale plus conservatrice, c'est eux qui ont été voir principalement le film. Bien là, évidemment, il y a eu de la controverse, les gens ont chialé, et c'est ce qui a fait que le film a eu quand même 175 millions de dollars jusqu'à date au box-office pour un film de 16 ans et plus. C'est très bien. Donc, Le Loup de Wall Street, sûrement que Leonardo DiCaprio a gagné la lutte contre Brad Pitt, oui. Mais ça, on l'apprendra aux Oscars. Donc, allez voir ça à l'affiche maintenant. Oui. Merci, Nicolas. Eh bien, ça conclut notre émission. Si vous avez des suggestions ou des commentaires à nous faire, il y a différentes façons pour nous joindre à Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Et je vais en profiter pour remercier nos invités qui étaient en studio, entre autres Julie Cloutier pour le mois de la lecture. Il y a André Morin et Claude Laferrière du Relais communautaire, Marie-Claude Bastien de la clinique École d'orthèse et de prothèse du Collège Montmorency. Et nos chroniqueurs, Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Odile Chevassu, Catherine Duranceau, Peggy Belland et Nicolas Vincent Poirier. Une méchante gang, quand même. Oui. Ouais. Merci à Manon, aussi Manon pour la recherche et la coordination de cette émission, notre maquilleuse Jamie qui ce matin a bravé la tempête. Oui. Il y a aussi nos caméramans Marc, Daniel et Pascal et Alain Huppé qui est notre réalisateur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bye Amélie.